Questions sur l'Europe. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonsoir, et si l'année 2014 s'annonçait comme l'année du grand désamour des Français et des Européens pour l'Europe. Alors que se referme 2013 qui fut déclarée année de la citoyenneté européenne et à 6 mois des élections, lançons donc le débat. Les Français en ont-ils assez de l'Europe? Les Européens aussi. Le sentiment anti-européen progresse en effet partout. Un récent sondage place le parti de Marine Le Pen en tête du prochain scrutin, avec sans doute une abstention record. Dans de nombreux pays européens, les partis dits populistes sont également donnés en forte hausse. Pour autant, un autre sondage publié il y a quelques jours dans Sud-Ouest se révèle contradictoire, puisque d'un côté, 7 Français sur 10 déclarent avoir l'intention, avec leur bulletin de vote, d'exprimer leur mécontentement à l'égard de l'Europe telle qu'elle se construit actuellement. En revanche, ils sont aussi une large majorité à vouloir élire un président de l'Europe au suffrage universel. Question également, la crise économique, le chômage, est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour expliquer ce sentiment anti-européen? Alors pour répondre à vos questions ce soir déjà nombreuses au standard, sont réunies autour de la table Sandrine Bélier, députée du groupe des Verts, Nathalie Grisbeck du groupe libéral, Sylvie Guillaume du groupe socialiste et un invité qui n'est pas issu du monde politique, Martin Wittenberg. Il sera plutôt notre témoin ce soir. Il a lancé en effet une pétition européenne citoyenne en décembre 2012, 150 000 signatures à ce jour. Eh bien, il va nous expliquer les difficultés qu'il a rencontrées, mais finalement, force de volonté, il y a eu une certaine réussite pour son initiative. Un exemple, en tout cas, nous dira-t-il, de ce fossé qui se creuse entre l'Europe et les citoyens face aux difficultés que l'on peut rencontrer dans ce genre d'initiative. Et puis, bien sûr, Quentin Dickinson qui est avec nous et qui suit toutes vos questions sur Internet. Questions sur l'Europe. Stéphane Leneuf sur France Inter. Au standard et au 01 45 24 7000, on retrouve Claude. Vous êtes dans l'Essonne. Claude, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir à vous et bonsoir à tous. Merci pour avoir pris ma question. Ma question est relativement simple, c'est pourquoi le gouvernement français, ou même les Français, mais je ne crois pas que ce soit vraiment eux, se tournent-ils vers la responsabilité de l'Europe en ce qui concerne, on pourrait dire, tout ce qui va mal, alors que d'un autre côté, nous avons une pression fiscale qui est absolument énorme, une pression sur les petites sociétés qui, des fois, sont obligées de payer des impôts avant même qu'elles aient reçu le moindre bénéfice, sur les jeunes de banlieue, par exemple, qui se trouvent, qui ont commis des petites infractions, qui se trouvent avec un casier judiciaire et sont dans la possibilité d'ouvrir une société, d'être gérants, vous voyez. Donc, c'est cette absence d'amnistie qu'avait d'ailleurs fait Nicolas Sarkozy et que la gauche reprend à son pied, hein. Et d'autre part, donc cette judiciarisation, on pourrait dire, de toutes les récupérations, aussi bien fiscales que d'amendes, que d'autres versements, enfin qui n'ont pas été faits en temps et en heure aux impôts. Cette judiciarisation conduit à une pression sur l'ensemble des Français qui est énorme. Je prends un exemple, un PV qui a été à, je ne sais pas, 30 euros, 35 euros, il passe très vite à 95 euros. Celui d'une voiture passe très vite avant qu'on ait à peine... Claude, on a compris votre souhait. La fiscalité trop forte, on ne peut pas tout mettre ça sur le dos de l'Europe. Nathalie Grisbeck. Je crois que Claude a bien expliqué cette espèce de sentiment d'avoir de la pression de toutes parts et en ce qui concerne l'Europe, qu'elle soit utilisée assez souvent comme bouc émissaire de toutes les turpitudes, de tous les tracas, de toutes les difficultés, comme elle est éloignée, qu'elle est par ailleurs illisible pour les citoyens. On ne sait pas très bien, quand on est un citoyen qui ne s'intéresse pas directement tous les jours au quotidien aux travaux de l'Europe, qui préside l'Europe, même le président Obama, comme l'avait fait Kissinger la semaine dernière, a confondu la présidence qui va arriver. Il y a un président pour 2 ans et demi, il y a un président de la Commission, il y a un président du Parlement, il y a un président donc pendant 6 mois. C'est illisible, c'est opaque, et donc l'Europe est utilisée comme bouc émissaire. Mais en même temps, le sondage que vous avez expliqué à l'instant
peut-être peut nous donner une forme d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut peut-être renverser la tendance de cet usage de l'Europe comme bouc émissaire et d'expliquer ce qui est concret, ce qui peut être fait et rendre lisible un certain nombre de choses pour pouvoir combattre cet irrésistible mouvement un peu d'euroscepticisme. Et il y a plein de choses. Il y a... Alors, on va y revenir parce que comme vous êtes élus toutes les trois, vous allez m'expliquer un petit peu comment, pendant cette campagne, vous allez aller un petit peu expliquer et essayer de combler un peu ce fossé qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens européens, les citoyens français et l'Europe. Sylvie Guillaume. Je ne vais pas commencer à le faire pendant la campagne, je l'ai commencé il y a longtemps et je pense qu'on est à un certain nombre. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, alors certes il y a la crise, il y a le chômage, il y a les difficultés économiques, mais comment on peut expliquer aujourd'hui qu'il n'y ait plus d'envie d'Europe ? C'est vrai que quand les détracteurs de l'Europe, et ils sont nombreux, utilisent quelques secondes pour détruire une idée, quelquefois même en disant des bêtises ou en traversissant la réalité, et qu'en face, pour complexifier des choses simples et donner réellement des éléments d'explication, il nous faut plus de temps. Le temps médiatique, le temps pédagogique, il est plus compliqué que simplement la destruction. On a vu, par exemple, ça très à l'œuvre au moment de la discussion sur les travailleurs détachés. C'est un sujet que, évidemment, votre radio a traité longuement. Il suffisait de quelques secondes pour détruire et attribuer à l'Europe et à l'étranger les difficultés de la présence de travailleurs en France. Et il fallait beaucoup plus de temps pour réexpliquer pourquoi cette directive existait et comment on pouvait améliorer les choses. Moi-même, en faisant ça, je viens de prendre plus d'une minute pour l'expliquer. Donc il y a une fracture pédagogique, il y a une fracture médiatique parfois, et du coup une fracture politique qui se crée à partir de ces éléments-là. Dans nos campagnes, j'imagine qu'on va continuer à faire ce qu'on a commencé de faire. Moi, j'ai un blog, j'ai une newsletter, faire de la pédagogie du quotidien sur ce que représente l'Europe, effectivement, dans la proximité. Et il y a énormément d'exemples à développer à cet égard. Sandrine Bélier. Je dirais aussi que moi, je n'attendrai pas la prochaine mandature et la prochaine campagne pour parler et tenter de rapprocher le citoyen, et notamment les citoyens français, de l'Union européenne. C'était un de mes engagements en 2009, et avec les nouveaux outils de citoyenneté européenne, de démocratie participative que nous a offert notamment le traité de Lisbonne, moi, sur cette mandature, j'en ai usé et abusé, appelé les Français et les Françaises à l'utiliser. Je pense à la commission parlementaire des pétitions, qui est assez exceptionnel à l'échelle de l'Union européenne, tout citoyen qui peut saisir son parlementaire pour faire valoir l'application du droit européen que ce même Parlement a voté. C'est ce qui nous a permis d'évoquer des dossiers comme le dossier brûlant de Notre-Dame-des-Landes, de l'inviter à l'échelle de l'Union européenne, d'évoquer avec les citoyens la question des organismes génétiquement modifiés, mais encore de projets comme le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, et tout plein d'autres projets qui touchent directement les citoyens dans leur quotidien et les choix politiques qui sont faits sur le territoire national français. Et puis l'initiative citoyenne européenne, qui a été un des chantiers de début de mandature, de la rendre la plus facile et accessible possible, de la rendre compréhensible par les citoyens. Alors on a encore énormément de travail parce que les Français connaissent pas cet outil. Beaucoup de citoyens européens ne connaissent pas cet outil. Et les principaux responsables, moi je crois qu'on partage tous cette idée. Il y a une véritable hypocrisie de la part de nos gouvernements et successifs, de la part des responsables politiques nationaux qui ont du mal avec tant à l'échelle locale, nationale, mais également européenne, à partager le pouvoir entre le pouvoir national et l'Union européenne par un transfert de compétences, mais également à partager le pouvoir avec les citoyens. C'est déjà difficile à l'échelle nationale, alors imaginez, c'est pas aujourd'hui, et c'est regrettable, on a un manque de promotion des outils de démocratie participative européenne par les responsables politiques français. Alors l'initiative européenne, Martin Wittenberg, vous l'avez
usé, utilisé. On a envie de dire, vous avez réussi, vous allez nous expliquer pourquoi c'était sur le roaming, mais l'exercice a été très difficile. Démonstration qu'entre ce qu'il y a dans les textes et puis les faits, c'est quand même, on a du mal. Hein. On a beaucoup de mal. Expliquez-nous d'abord qu'est-ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, bonsoir. Bah, écoutez, moi j'ai lancé avec un de mes amis, Vincent Chauvet, il y a 1 an, une initiative citoyenne européenne. Que n'importe qui peut lancer. Hein, n'importe quel citoyen européen. Donc qu'est-ce que c'est? Mais très concrètement, c'est une pétition. C'est une pétition au niveau européen. Vous collectez 1 million de signatures et vous allez voir la Commission européenne et vous lui dites voilà, j'ai 1 million de gens qui sont d'accord avec ma proposition, donc maintenant vous faites quelque chose. Donc c'est très simple, c'est vraiment de la démocratie participative. Voilà. Il y a quelques effectivement contraintes qui sont liées au fait d'avoir des gens dans tous les États membres de l'Union européenne, de récupérer des quotas de signatures dans différents pays pour montrer que c'est bien une campagne pan-européenne. Mais voilà, c'est ça l'idée. Nous, on voulait utiliser cet outil et le sujet de notre pétition concernait l'itinérance téléphonique. Donc avant de parler du fond, la forme, vous avez eu beaucoup de difficultés à mettre en place cette pétition finalement. Pourquoi alors que l'instrument normalement est simple d'utilisation? Disons que sur le principe, il est simple. En pratique, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que, comme tout projet, quand vous faites en fait une collecte de signatures en ligne, vous devez respecter un certain nombre de critères. Vous avez un logiciel, vous avez besoin de stocker vos signatures sur un serveur sécurisé. Tout ça, ça coûte très cher. Nous, on n'avait pas vraiment les moyens de faire ça. Vous devez, il y a aussi des critères un peu techniques. Et moi, je suis pas informaticien. Donc voilà. Donc tout ça fait que, en pratique, il vaut mieux être outillé, avoir peut-être une association, des gens qui sont prêts à bosser toute la journée là-dessus pour collecter des signatures, etc. Pour nous, la contrainte, ça a été ça. Ça a été le fait d'utiliser en fait les outils numériques à travers cette campagne européenne. Mais bon, cela étant, on a quand même collecté à peu près 150 000 signatures. Je pense un peu plus, on fera le comptage final dans quelques jours. Et donc pour nous, c'est quand même une victoire parce qu'on a réussi à susciter de l'engouement dans différents pays, des gens qui, de manière bénévole, sont allés chercher les signatures. Sur le roaming, vous êtes arrivé à ce que vous souhaitiez? Oui, en fait, indirectement. Donc l'itinérance dans la téléphonie mobile, donc c'est tout simplement le fait que quand vous êtes, par exemple, français, vous déplacez en Allemagne, vous appelez avec votre téléphone portable depuis l'Allemagne, ça vous coûte plus cher. Voilà. Nous, notre idée, c'était de mettre en place un tarif unique de la téléphonie mobile en Europe. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un frein à l'échange. Finalement, vous y êtes arrivé? Arrivé, la Commission a réussi, vous avez déposé votre pétition, oui ou non? Est-ce que finalement, au bout d'un certain temps, le roaming... indirectement. Une chose, c'est pas une pétition, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vraiment un système renversé. Justement, c'est le citoyen qui n'est pas là pour se plaindre, mais qui est force de proposition pour une nouvelle réglementation dans le domaine, à l'échelle de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous y êtes arrivé? Oui, indirectement, parce que la commissaire européenne en charge des télécoms a entendu notre message et il y a un paquet télécom qui est en cours de discussion actuellement au niveau européen qui inclut la question de l'itinérance. Donc sans avoir collecté le million de signatures, on a quand même réussi à faire bouger les lignes. C'est ça notre satisfaction et on est content de l'avoir fait. Nathalie Griesbeck. Et c'est très intéressant parce que c'est plus démocratique que dans nos propres institutions. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas moyen de déclencher une initiative qui sera reprise par les institutions. Dans notre pays, ça n'existe pas. Comme le disait Sandrine Bélier à l'instant, dans notre pays, on peut effectivement exprimer des regrets, des déceptions, manifester, etc. Ça ne permet pas de bouger beaucoup les lignes. Alors que l'initiative européenne, éventuellement. Très sincèrement, personne n'est au courant. Comment on explique ce décalage? Comment on explique ce décalage entre effectivement la méconnaissance de l'instrument? Aujourd'hui, 750 000 signatures à propos de la pêche en eau profonde, qui était un texte qui malheureusement n'a pas abouti ce matin à travers le vote. Il y avait 750 000 citoyens qui faisaient la même démarche que Martin. Et donc, il y a des gens qui s'intéressent à ce qui se passe, à ce qui se trouve à l'agenda du Parlement et qui exprime d'une façon très démocratique des choses. Et moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est peut-être possible d'infléchir et au lieu d'être sur la défensive, de passer notre temps comme nous le faisons à travers les technologies nouvelles. Moi, j'ai reçu 18 000 personnes ici. Encore tout à l'heure, j'ai reçu le Lions Lumière de Besançon qui est ressorti enchanté, qui n'était jamais venu au Parlement et qui a tordu le cou à un certain nombre de préjugés. Donc renversons la vapeur, l'Europe c'est un combat, mais il faut effectivement qu'on arrive à expliquer ce qu'on y fait et qu'on instaure un dialogue avec les citoyens français
européen. C'est difficile, si je puis me permettre. Nous sommes 74 députés français pour 64 millions d'habitants. 74 pour 64 Mais est-ce millions. que les 74 eurodéputés ont communiqué sur l'initiative citoyenne lorsqu'elle est sortie? Je pense que oui, mais non, mais Alors, pas suffisamment. On Sylvie peut Guillaume. faire des progrès. Si Mais Nathalie arrête. l'Europe, elle protège aussi, avec SWIFT par exemple, avec Prism, sur la protection des données personnelles des citoyens européens. Ce sont des combats extrêmement difficiles à mener et qu'on mène ici au nom de la protection de leur liberté et de leurs droits. Et c'est en cours. Sylvie En Guillaume. une phrase, et qu'on gagne souvent. Et qu'on gagne, mais dont on parle non, pas assez. Qu'on gagne Ensemble généralement aussi. quand on est en partenariat avec une mobilisation citoyenne, ce qui a été le cas sur ACTA et sur l'ensemble du débat sur la protection des données personnelles, SWIFT, etc., et tous les débats qui ont suivi, a été permis par la mobilisation citoyenne et le fait qu'à un moment, les citoyens s'expriment et saisissent les parlementaires européens. Sylvie Guillaume, et on ira au standard. Et quand on évite aussi d'être dans notre jargon à nous, parce que là, on vient en quelques phrases aussi de citer SWIFT, ACTA, machin, ça. Et ce qui n'est pas forcément très clair, je trouve, dans l'accessibilité de ce genre de choses. Or, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut là faire de la pédago et faire confiance à l'intelligence collective. Je reviens sur l'histoire des initiatives citoyennes, parce qu'il y a effectivement ce problème de communication qui n'a pas forcément été très très bien pris en charge par la Commission, donc on n'a pas nécessairement bien su partout que ces initiatives étaient disponibles. Deuxièmement, il y a un problème technique, on ne va pas y revenir, je pense qu'il faut que les promoteurs d'initiatives citoyennes soient mieux aidés dans les démarches dans lesquelles ils sont. Et troisièmement, ça permettra certainement d'éviter une dérive à laquelle on avait évidemment pensé en mettant au point les initiatives citoyennes européennes, c'est que finalement les groupes les plus organisés et les lobbyistes se saisissent à nouveau de ce nouveau bien alors qu'il n'est pas destiné à eux en priorité. Et c'est vrai que quand on est plus organisé, quand on a une structure, quand on a une force de frappe financière plus importante, il y a une facilité plus grande. Donc il faut que ça retourne vraiment vers vers quoi c'est destiné, c'est-à-dire l'initiative des personnes sur des sujets tout à fait précis. On retourne au standard 01 45 24 7000 avec Bernadette qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Bernadette, on vous écoute. Bonsoir et merci. Oui, moi je vais vous présenter la question de l'Europe d'une manière complètement différente parce qu'effectivement je vais plaider en faveur de l'Europe. Parce qu'il y a quand même l'essentiel à rappeler, c'est que ce qu'apporte l'Europe. L'Europe apporte deux choses essentielles, je dirais même vitales. La première, la paix, c'est un grand mot, mais les conflits, les guerres entre nos nations civilisées le siècle dernier, les Balkans il y a peu, aujourd'hui l'Afrique, c'est toujours la même horreur, la même mort, la souffrance, la même ruine pour tous perdants. Ça n'est jamais très loin. Il ne faut pas oublier que ces guerres sont toujours possibles. Ensuite, effectivement, dans le même temps, on a aujourd'hui un événement qui est Mandela, bien entendu, la grande messe autour de Mandela, et la revendication par tout le monde, par tous les présents, des valeurs, parce qu'ils veulent partager contre la guerre, contre l'injustice. Mais ces valeurs, c'est évidemment des valeurs qui sont aussi européennes, et il faut les défendre. On sait très bien qu'il y a de l'hypocrisie de la part de certains, je ne m'y étends pas. Donc c'est un grand mot, mais c'est aussi derrière des valeurs. Ensuite, la prospérité. Et je vais bien entendu bien rappeler que l'homme c'est aussi un consommateur et que sa priorité c'est de devoir augmenter son pouvoir d'achat. S'il veut une voiture, s'il a une voiture, il en veut une deuxième, un appartement, il ne veut plus grand, etc. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de morale à faire autour de là. Mais bien entendu, il peut très bien comprendre que pour avoir une bonne santé économique, il faut pouvoir maintenant se faire entendre au niveau mondial. C'est-à-dire rivaliser avec les États-Unis, les Chinois et d'autres puissances. Et ça nous oblige, nous, Européens, à nous unir. Pour se faire entendre, il faut être fort. Donc, il faut faire plus d'Europe, davantage d'Europe. Alors, Bernadette, on a bien compris votre plaidoyer pro-européen. 3 mots, paix, valeur, prospérité. Le problème, Nathalie Griesbeck, c'est que la prospérité, on ne l'a pas aujourd'hui. Et très sincèrement, ça crée aussi ce fossé entre les Européens et l'Europe, effectivement, et les États. Oui, mais Bernadette a bien expliqué, elle a bien dit dans son observation
qu'on était plus fort en étant unis. Donc il faut qu'on se consolide, qu'on lutte contre le dumping social, contre le dumping fiscal, qu'on cesse de s'élargir. On n'est peut-être pas tous d'accord. On a l'impression, je vous pose la question, Mais toutes les trois, les juste- politiques aujourd'hui n'apportent pas la preuve d'une nécessité de plus d'Europe pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on Ça réussisse. revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire l'illisibilité. Qui connaît Madame Ashton? Qui connaît Monsieur Van Rompuy? Il faut que l'Europe soit incarnée. Ces élections européennes permettront de travailler à cela, c'est-à-dire qu'il y ait un programme politique concernant la présidence de la Commission sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour être unis, pour consolider. Et ce que disait Bernadette, je le prolonge simplement, la France c'est 1% du monde. Donc si on ne comprend pas que nous sommes contraints à s'unir pour être forts dans la mondialisation et pour avoir une voix à la table du monde. Aujourd'hui, au niveau des affaires étrangères, nous n'avons pas de voix. Elle a évoqué la guerre, mais elle n'a pas parlé de la Syrie. Nous n'avons rien dit, rien fait sur la Syrie, parce que nous n'avons pas de voix, donc nous sommes contraints d'avancer. Nous sommes trop petits pour être seuls, et la dimension européenne peut nous permettre, en nous consolidant, en approfondissant, en donnant une incarnation politique à l'Europe, de pouvoir avoir une place à la table du monde. Sylvie Guillaume et Sandrine Bélier. Oui, je suis assez d'accord, enfin je suis vraiment franchement d'accord avec la question de l'incarnation. C'est pour ça qu'il faut évoluer aussi institutionnellement avec la présidence de la Commission et avec des campagnes transnationales qui soient portées par des candidats, qui soient portés par leur formation politique. Mais je pense qu'il y a aussi un élément complémentaire, c'est qu'il faut faire des preuves. Il faut que l'Europe apporte des preuves qu'elle est utile. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que moins d'Europe, ça ne servira à rien et que ça nous fera sombrer. Et donc que le plus et le mieux d'Europe est une forme de solution. Mais ça, il faut en apporter les preuves. Or là, pour l'instant, on a plutôt le sentiment d'une preuve inverse, c'est-à-dire qu'en réagissant trop tardivement, pas assez massivement et à côté que par des mesures d'austérité sur la crise, par exemple, mais parce qu'on a une commission, parce qu'on a un parlement et on a des institutions qui sont encore majoritairement menées par des équipes de droite, on n'a pas porté les bonnes preuves, les bonnes solutions auprès de nos concitoyens. Donc il y a des promesses, il y a des preuves à faire et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut continuer d'avancer. Sandrine Bélier. Oui, vous parliez, Stéphane, de désamour, que 2014 serait peut-être l'année du désamour de l'Europe par les Français. Quand on regarde certains sondages, en tout cas. Et je suis assez d'accord avec cette idée qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et que dans la phase de crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, il appartient aux responsables politiques européens, mais aussi nationaux, d'amener la preuve et l'envie aux citoyens par des solutions, d'aimer et de croire à nouveau à l'Europe. Nathalie Griesbeck le soulignait, Sylvie Guillaume aussi, on ne fera plus sans l'Europe aujourd'hui. De façon, la répartition mondiale et géopolitique fait que si nous voulons sortir de cette crise, nous devons apporter des solutions européennes à l'échelle des 28 États. Et ce dont on va avoir besoin, le mot n'a pas été dit, mais disons-le, on a besoin de politique. On a besoin d'une incarnation, d'un gouvernement européen, mais également de politique européenne forte, déterminée, unie, et dans des domaines qu'on n'a pas encore réussi à toucher et qui touchent particulièrement le quotidien des Français, c'est dans le domaine industriel, pour être en capacité de maintenir des emplois et de les redéployer, de se positionner au niveau mondial en termes d'innovation, de rester leader sur les questions environnementales, de dérèglement climatique qui peuvent nous amener des solutions d'un point de vue économique, mais également et Claude parlait de la fiscalité, on va avoir besoin, et à un moment, d'une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Union européenne, de s'appliquer les mêmes règles en matière sociale, en matière économique, de manière à pouvoir offrir aux citoyens français, aux citoyens européens. On parle beaucoup de Made in France, moi je crois profondément au Made in Europe et à l'intérêt et l'opportunité pour les 28 États de l'Union européenne de mettre en place une forme de protectionnisme européen de manière à pouvoir assurer la protection de l'ensemble des citoyens et citoyennes du territoire européen. Nathalie Griesbeck, Oui. L'harmonisation fiscale, sociale, on en parle, on a du mal quand même à y Oui, arriver. et même la lutte contre le
dumping social et fiscal, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas avoir la liberté de circulation des travailleurs et avoir un no man's land en ce qui concerne la fiscalité et le social. Mais je veux rebondir par rapport à cela. Effectivement, il nous faut des politiques industrielles en énergie, en recherche. Mais il faut aussi, ça permet de le dire, que Claude, Bernadette et tous ceux qui nous écoutent comprennent que l'Europe, c'est pas juste nous, c'est aussi la position des États. Et je prends l'exemple de la sidérurgie européenne, ArcelorMittal, qui a de l'industrie en Espagne, au Luxembourg, en France, en Allemagne. Tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse imaginer une politique industrielle européenne qui est une nécessité. Il manque l'impulsion politique. Mais ça veut dire que nos pays, moi je suis témoin de ce qui s'est passé en décembre 2012 dans ma région, le Grand Est, nous avions la possibilité d'avancer. Mais mon pays, la France, n'a pas fait n'a pas passé le cap, n'a pas franchi l'étape qui permettait d'ouvrir le démarrage d'une vraie politique industrielle. Donc il y a ce qu'on décide ici, il y a la lisibilité, il y a la participation des citoyens, mais il y a la frilosité des États, il y a les freins que les États mettent en permanence. On dira l'absence de volonté politique. Dans une schizophrénie incroyable, je veux quand même le dire. Ils disent autour de la table du Conseil, oui à un dossier, et ils arrivent dans les capitales, et notamment la nôtre, et ils disent non, et ils disent qu'ils ont dit non. Donc il y a une schizophrénie que cette campagne doit aussi permettre d'expliquer, pour qu'on voit les façons que nous, en Europe, nous pouvons faire pour protéger les citoyens européens. Ils attendent cela. Ils attendent des preuves d'amour, effectivement. Très rapidement, Quentin Dickinson, les questions sur Internet, et on retournera au standard. Beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de prises de position. On sent beaucoup d'amour déçu des auditeurs pour l'Europe ce soir. Bernard à Rouen, par exemple, fait le constat que les jeunes sont curieux d'apprendre ce qui se passe ailleurs en Europe, mais comment améliorer les connaissances des journalistes, des élus et des enseignants? Et quel rôle dans ce contexte pour les associations? Alexandre à Bruxelles, comment voulez-vous qu'on aime l'Europe alors qu'elle autorise la pêche industrielle dans les grands fonds? Christophe à Athis-Mons, il est normal que les citoyens n'aiment pas l'Europe parce que les hommes politiques en font le bouc émissaire de leurs échecs personnels. Jean Do dans l'Aude, on ne peut pas aimer une Europe de la finance qui, d'autre part, autorise l'importation de semences OGM, de volailles chlorées et de viande et de lait aux hormones en provenance des États-Unis pour prix de l'ouverture d'un grand marché commercial transatlantique. Lina à Montpellier, je ne comprends pas que la Commission européenne ait mis fin à l'existence du site d'information Presse Europe qui rassemblait pourtant d'intéressantes revues de presse des autres pays européens. Enfin, Thomas dans la Drôme, 2 décisions récentes de l'UE, la pêche en eau profonde et l'augmentation de la quantité de cigarettes achetées légalement à l'étranger. La Commission et le Parlement doivent moins écouter les lobbies et davantage les citoyens. Et après les questions sur Internet, on va au standard pour une dernière question avec Eric qui nous appelle dans le Var. Bonsoir Eric, on vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, je fais partie des gens qui, en 2005, ont voté non au traité européen. Et je voulais poser la question à vos invités de savoir quel est l'impact de ce vote négatif d'il y a 8 ans. Parce que globalement, c'est la dernière fois qu'on a consulté les Français. À 55%, ils n'étaient pas d'accord et on a passé outre. Et après, vous vous étonnez dans vos sphères européennes à discuter de savoir si le plombier polonais va pouvoir venir travailler en France. Mais moi, je suis citoyen associatif dans le Var. Et quand je veux avoir une information à la mairie, j'ai pas accès à l'information. Quand je veux savoir comment sont attribués les logements sociaux dans ma commune, j'ai pas accès à ces informations-là. Et après, on me dit que si on a 1 million de personnes, on peut avoir un rendez-vous au Parlement européen. C'est pas du tout concret pour les citoyens de base, quoi. Alors Sylvie Guillaume, c'est concret ce que demande Eric. Là, il dit il y a visiblement une absence de démocratie, c'est clair. On n'a pas 2005, on vote non. Est-ce que vraiment absence de démocratie? Il y a une démocratie qui s'exprime tous les 5 ans sur l'Europe, ce sont les élections. Donc on va voir, effectivement, on a vu et on verra dans les élections à venir ce qui va se passer. Je ne sais pas où habite exactement votre auditeur, mais si effectivement il n'obtient pas Oui, j'ai entendu dans le Var, mais s'il n'obtient pas auprès de sa mairie les informations qu'il vient de signaler, il y a quand même un tout petit problème local. Je ne reviens pas. Je veux insister sur 2 derniers points. Parce que ces élections, elles vont aussi probablement voir se concrétiser une vague et l'élection d'élus eurosceptiques à l'intérieur de ce Parlement européen. Ils étaient déjà nombreux la dernière fois et probablement le seront-ils encore
plus à l'avenir. Et moi, quand j'entends un certain nombre d'entre eux qui, ouvertement, dans leurs propos, indiquent qu'il faut pendre les gens qui défendent l'Europe, regardez sur les sites d'information, je trouve que ces messages-là sont extrêmement dangereux et extrêmement violents. Et pour revenir sur la question du désamour ou de l'amour, voyons l'Ukraine. On ne l'a pas cité. Ce qui se passe en Ukraine est extrêmement compliqué, et probablement, évidemment, infiniment plus compliqué que simplement l'attrait vis-à-vis de l'Europe. Mais ce qui s'exprime aussi et ce qui déclenche les choses en Ukraine, c'est ce souhait effectif que les droits fondamentaux, que la lutte contre la corruption, qu'une certaine éthique politique soit à l'œuvre. Et l'Europe l'incarne pour de très nombreux citoyens ukrainiens. Il y a encore des pays qui sont demandeurs d'Europe. Ce sera le terme de cette émission. Il est 19h58. Vous êtes sur France Inter. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Dans un instant, les informations. Bonsoir.